Tu as déjà remarqué comme le bonheur se comporte parfois comme un mirage? Plus tu avances vers lui, plus il semble reculer. Tu te dis, quand j'aurai ce travail, quand je serai aimé comme je le veux, quand ma vie sera enfin stable, alors je serai heureux. Et pourtant, une fois ce moment atteint, quelque chose manque encore. Un vide discret mais tenace, comme si le bonheur t'avait frôlé sans jamais se laisser saisir. Ce sentiment n'est pas une faiblesse personnelle. Viktor Frankl aurait dit que c'est presque une loi psychologique. Et si le bonheur te glissait entre les doigts, non pas parce que tu t'y prends mal, mais parce que tu le poursuis de la mauvaise manière? Frankl, survivant des camps de concentration nazis et fondateur de la logothérapie, a observé quelque chose de profondément troublant. Même dans des conditions extrêmes, où toute source de plaisir semblait annihilée, certains êtres humains trouvaient une raison de se lever chaque matin. Pas parce qu'ils étaient heureux, mais parce que leur vie avait encore un sens. Et inversement, dans nos sociétés modernes, confortables, sécurisées, pleines de distractions et de promesses, tant de personnes se sentent vides, anxieuses et insatisfaites. Ce paradoxe est au cœur de ton malaise. Tu cherches le bonheur comme une finalité directe, alors qu'il n'est peut-être qu'un effet secondaire. Frankl insistait sur une idée dérangeante. Le bonheur ne se commande pas. Plus tu essaies de l'attraper, plus il se dérobe. Il comparait cela au sommeil. Plus tu te dis « il faut que je dorme », plus ton esprit s'agite et t'en empêche. Le bonheur fonctionne de la même façon. Il apparaît quand ton attention est tournée ailleurs, vers une tâche, une responsabilité, une valeur, quelque chose ou quelqu'un qui dépasse ton propre confort émotionnel. La psychologie moderne confirme cette intuition. Des chercheurs comme Daniel Kahneman ont montré que notre cerveau est remarquablement mauvais pour prédire ce qui nous rendra heureux à long terme. Nous surestimons l'impact des réussites matérielles et sous-estimons notre capacité d'adaptation. Tu crois que ce nouvel objectif va enfin combler le vide. Mais une fois atteint, il devient rapidement normal, banal, intégré. Le bonheur promis se dissout dans l'habitude. C'est ton système nerveux qui fonctionne ainsi. Frankl allait encore plus loin. Selon lui, l'obsession du bonheur est souvent un symptôme, pas une solution. Plus une société met le bonheur au sommet de ses valeurs, plus elle produit d'angoisse. Car si le bonheur est une obligation, alors ne pas être heureux devient une faute. Tu te compares, tu te juges, tu te demandes ce qui cloche chez toi, pendant que les autres semblent réussir leur vie. Cette pression silencieuse crée une anxiété chronique qui éloigne encore davantage ce que tu poursuis. Dans Man's Search for Meaning, Frankl raconte que ceux qui survivaient psychologiquement dans les camps n'étaient pas les plus optimistes au sens naïf, mais ceux qui avaient une raison de souffrir. Un enfant à retrouver, un livre à terminer, une œuvre à accomplir. Leur regard était tourné vers l'avenir, pas vers leur état émotionnel du moment. Le bonheur n'était pas l'objectif, mais le sens l'était. Et paradoxalement, c'est cette orientation vers le sens qui leur donnait une force intérieure, parfois même une forme de paix. Ce mécanisme se retrouve dans de nombreux récits contemporains. Regarde le film Into the Wild. Le personnage principal croit qu'en se débarrassant de la société, de l'argent, des attentes sociales, il trouvera enfin le bonheur absolu. Mais au terme de son voyage, isolé dans la nature, il écrit une phrase simple et déchirante. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Ce qu'il cherchait n'était pas le bonheur en soi, mais une connexion porteuse de sens. Le problème n'est donc pas que tu veux être heureux. Le problème, c'est que tu demandes au bonheur de donner un sens à ta vie, alors que Frankl dirait exactement l'inverse. C'est le sens qui donne naissance au bonheur. Quand tu inverses cet ordre, tu crées une attente impossible à satisfaire. Aucun plaisir, aucune réussite, aucune relation ne peut soutenir durablement le poids de cette exigence. La logothérapie repose sur une idée centrale. L'être humain n'est pas motivé principalement par la recherche du plaisir, comme le pensait Freud, ni par la volonté de puissance, comme le croyait Adler, mais par la volonté de sens. Lorsque cette volonté est frustrée, tu ressens ce que Frankl appelait le vide existentiel. Un ennui profond,
une fatigue morale, une impression que tout est fade même quand tout va bien en apparence. Et dans ce vide, tu cherches désespérément le bonheur comme un pansement émotionnel. Mais le bonheur n'est pas un objet que l'on accumule. C'est une conséquence. Une trace laissée par une vie orientée vers quelque chose qui compte vraiment. Quand tu t'engages pleinement dans une relation authentique, dans un travail qui te dépasse, dans une cause, dans une création, ton esprit n'a plus le temps de se demander sans cesse s'il est heureux. Et c'est précisément dans ces moments-là que tu te surprends à l'être. Des auteurs comme Martin Seligman, figure majeure de la psychologie positive, ont fini par rejoindre cette intuition. Après avoir longtemps étudié le plaisir et les émotions positives, Seligman a reconnu que le bonheur durable repose davantage sur le sens et l'engagement que sur la simple recherche de sensations agréables. Une vie agréable ne suffit pas. Une vie pleine, oui. Alors pourquoi as-tu l'impression que le bonheur te glisse toujours entre les doigts? Peut-être parce que tu le regardes trop directement. Comme le soleil, il aveugle quand tu le fixes, mais éclaire quand tu tournes ton regard vers le monde. Frankl dirait que la question n'est pas « Que puis-je attendre de la vie pour être heureux ?» mais « Qu'attend la vie de moi, ici et maintenant ?» Cette inversion est subtile, mais radicale. Elle te rend acteur plutôt que consommateur de ton existence. Le bonheur ne disparaît pas parce que tu es incapable de le retenir. Il disparaît parce qu'il n'a jamais été conçu pour être retenu. Il vient, il repart, comme une respiration. Et plus tu acceptes cette impermanence, moins tu en souffres. Ce que tu peux construire, en revanche, c'est une direction, une cohérence intérieure, une fidélité à ce qui a du sens pour toi. Le reste suivra, parfois discrètement, parfois intensément, mais toujours de façon indirecte. Peut-être qu'au fond, le bonheur ne te glisse pas entre les doigts. Peut-être qu'il marche juste à côté de toi, silencieux, attendant que tu cesses de le poursuivre pour enfin le remarquer.